Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Votre émission qui revient sur l'actualité de cette semaine en Nouvelle-Aquitaine. Et pour nous accompagner ce soir, Antoine Audy, maire de Périgueux en Dordogne, premier vice-président du Grand Périgueux et également conseiller régional. Bonsoir, monsieur Audy. Bonsoir Elsa. Je vous en prie, installez-vous. Alors dans l'actualité, évidemment, il y a les démissions en série chez les Républicains après la débâcle aux européennes. Valérie Pécresse a jeté l'éponge il y a quelques jours, juste après Laurent Wauquiez, le chef de file qui a quitté son poste dimanche dernier. Alors Antoine Audy, vous êtes maire de Périgueux, élu sous la bannière des Républicains. C'est compliqué en ce moment, non, dans votre parti ? C'est compliqué dans ma famille politique. D'abord, j'aime pas le nom de parti politique. On est une famille politique et effectivement, avec le temps, on s'était déshabitué, je dirais, de travailler avec toute la famille élargie et avec tous nos cousins. Donc effectivement, les résultats des européennes ne sont pas satisfaisants. Ont incité Laurent Wauquiez à démissionner, ce que je trouve à la fois un acte courageux, sincère et nécessaire. En son temps, à quelques élections européennes près, quand Nicolas Sarkozy était président du mouvement, il avait démissionné avec un score nettement supérieur. Donc je crois qu'effectivement, on est rentré dans une période de refondation et il faut se poser de bonnes questions, de vraies questions sur quelle est la place de la droite et du centre entre d'un côté la République en marche et de l'autre côté le Rassemblement national. Je préfère dire le Front national, comme ça tout le monde comprend. Alors, suite à la démission de Laurent Wauquiez, les réactions de la droite ont été nombreuses dans la région. Je vous propose de les écouter. Aujourd'hui, ce parti est sinistré. Nicolas Florian s'exprime pour la première fois devant les médias depuis le scrutin européen qui avait placé à Bordeaux son parti, Les Républicains, en 4e position. Aujourd'hui, ce jupéiste de la première heure refuse de s'appesantir sur le départ de Laurent Wauquiez. Il préfère insister sur sa seule priorité. Mon parti, c'est Bordeaux, et ce n'est pas une formule de style. Je suis maire du matin, 7h, jusqu'au soir, 23h, et ça me réveille même la nuit. Donc toutes les questions de politique, d'appareil, j'ai pratiqué. Le gaulliste et conseiller régional Yves Damécourt avait porté lors de la campagne des dernières présidentielles le projet agriculture et ruralité de la droite. Il se réjouit du départ d'Alain Wauquiez qui avait fait une caricature du parti selon lui. Ce sont les élus locaux qui doivent investir les candidats aux élections locales. Il faut que tous les gens qui, depuis quelques mois, ont trusté le parti, fassent comme Laurent Wauquiez, aillent voir ailleurs, aillent prendre le bon air frais de la campagne et nous laisser travailler et reconstruire ce parti. Au sud de la région, lui aussi se félicite de cette démission. Le maire d'Anglette, Claude Olive, la trouve certes trop tardive, mais il y voit enfin un tremplin pour la droite et le centre. Se recroqueviller sur soi n'est pas une bonne chose. En tout cas, c'est ce que je disais, c'est ce que je persiste à dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut changer de ligne et rebâtir sur quelque chose de plus large. Et je pense que dans ce cadre-là, c'est Gérard Larcher qui a raison de repartir des territoires, parce qu'il suffit de regarder comment on gère nos propres communes. Indéniablement, à 9 mois des municipales, le départ de Laurent Wauquiez pourrait faire bouger les lignes à droite. Ces élections, c'est un échec. Alors, il y a l'échéance des municipales en 2020. C'est un risque de se faire élire sous l'étiquette des Républicains ? Ah non, ce n'est pas un risque. D'abord, comme l'a très bien dit Nicolas Florian, quand on est maire d'une ville, notre parti, c'est notre ville. Et moi, j'avais dit il y a quelques mois déjà que mon parti, c'était Périgueux, et je n'ai pas de souci avec ça. Quand on construit une liste municipale, on la construit en fonction des compétences des gens, et puis après, on regarde quelle est leur appartenance politique. La vraie question aujourd'hui, c'est pas de savoir c'est qui la droite et le centre. La vraie question, c'est de savoir c'est quoi la droite et le centre, quel est le message que l'on donne aux citoyens, aux électeurs, pour reconstruire notre famille politique. Moi, je suis un vieux militant RPR canal historique, j'ai envie de dire, depuis 1978. C'est comme dans une famille, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on se fâche avec nos cousins, d'autres moments où on se rassemble, mais je sais très bien qu'au moment où on construit sa liste municipale, on privilégie l'intérêt de la ville plutôt qu'une chapelle de parti, comme on a pu le faire jusqu'à présent. Ce n'est pas le cas, le monde a changé, il faut en tenir compte et reconstruire. Donc votre programme, votre bilan primeront sur l'étiquette ? Mais bien sûr, pour une raison simple, c'est que quand vous êtes maire au quotidien d'une ville comme Périgueux, d'une ville comme Bordeaux, et Nicolas l'a très bien dit, l'ensemble des décisions que vous êtes amenés à prendre sont des décisions dans l'intérêt de la ville et pas dans l'intérêt avec une casse politique en disant voyons, ça, est-ce que c'est une mesure de gauche, de la droite, du centre, du milieu ou d'en bas ? C'est pas ça le sujet. Donc ça laisse entendre que vous y allez, vos municipales. Et j'ai déjà affirmé que je faisais il y a
Il y a 4 ans, il y a 5 ans, j'ai dit en 2014 que je faisais un mandat de 12 ans. Je suis à moyen terme de mon mandat de 12 ans. Et sérieusement, je crois qu'il faut continuer à projeter cette ville de Périgueux, à accompagner sa transition, sa transformation. C'est ce que nous faisons au quotidien avec une équipe qui est déjà très élargie, comme elle l'était en 2014. Alors je vous propose à présent de revoir cette image. C'était lundi dernier en pleine session extraordinaire au Conseil départemental de la Dordogne. Le dossier de la déviation de Beynac a donné lieu à de vifs échanges entre le président Germinal Peiro et son opposition. Dans un courrier, les ministres des Transports et de l'Écologie ont rappelé que le département doit se conformer à la décision du tribunal administratif de Bordeaux qui a signé l'arrêt des travaux en avril dernier. Antoine Audy, encore et toujours cette déviation. Est-ce qu'un jour, on va trouver une solution à ce dossier ? Alors, je ne suis pas très bien placé pour parler de la déviation de Beynac pour une raison simple. C'est que Périgueux souffre de l'absence de déviation, parce qu'il y a 30 ans, on aurait très bien pu faire une déviation. On a oublié de la faire. Donc, quand quelqu'un fait une déviation, je trouve, moi, philosophiquement, on va dire que c'est plutôt une bonne idée. Après, sur Beynac, qui est un sujet que je ne connais pas techniquement, parce que ce n'est pas dans mon champ de compétences géographiques ou politiques, j'entends tout et son contraire. J'entends à la fois Germinal Peiro qui dit qu'elle est finie à 65%, d'autres qui disent que c'est fini à 30%. Donc moi, je ne suis pas spécialiste. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de millions ont été engagés, que des travaux ont commencé, qu'aujourd'hui, au milieu de la rivière, il y a 2 piles du pont, et il ne m'appartient pas à moi de dire s'il faut achever l'ouvrage ou détruire l'ouvrage. Je ne suis pas pour détruire, je suis plutôt pour continuer. Ce que je sais, c'est que ces travaux ont été commandés et commencés alors que l'autorisation de l'État avait été accordée. Et là, je comprends un petit peu le désarroi de Germinal Peiro là-dessus. Après, c'est un sujet complexe. Il y a des oppositions dans tous les sens. Mais pour connaître ça au quotidien avec la ville de Périgueux, quand on porte un projet, il y a des oppositions. Des gens qui sont bien intentionnés dans leur opposition, d'autres qui sont mal intentionnés et qui ont des calculs politiques derrière. Je n'ai pas à m'exprimer sur la déviation de Beynac. Je trouve qu'aujourd'hui, on est au milieu du gué, il y a des piles du pont au milieu de la rivière. On fait comment ? Il faut trancher vite, parce que si on met trop de temps à trancher, l'exaspération va continuer à monter. Une autre image, cette fois-ci à Jarnac, en Charente, où la permanence de la députée La République En Marche, Sandra Marceau, a été vandalisée. En décembre dernier, on se souvient, c'était la voiture de l'élue Jacqueline Dubois qui avait été incendiée. Ces parlementaires pris pour cible, c'est une dérive qui vous inquiète ? C'est une dérive absolue, et pas que les parlementaires. Quand Jacqueline Dubois avait eu ces 2 voitures incendiées, je l'avais appelée très très vite pour lui faire part de ma solidarité, même si on ne partage pas toujours les mêmes combats. Je crois qu'en France, on est dans un état de droit, où les oppositions ont tous les champs normaux et légaux pour exercer leur opposition. Et dans un état de droit, la violence est inacceptable. Et je crois qu'à chaque fois qu'un élu est atteint, que ce soit sa permanence, que ce soit sa voiture, que ce soit les propos sur les réseaux sociaux, je crois qu'il ne faut pas accepter. Moi, à chaque fois que j'ai été sali, que ce soit par des lettres anonymes, que ce soit par des injures sur Internet, à chaque fois, je vais déposer une main courante au commissariat. On a le droit de ne pas être d'accord avec Antoine Audy, on a le droit de ne pas être d'accord avec Sandra Marceau, on n'a pas le droit de toucher aux biens ou aux personnes. Il y a d'autres moyens de s'exprimer. J'ai toujours condamné la violence, quelle qu'elle soit, et je continue aujourd'hui. Dans 80 hôpitaux de France, la crise du personnel des urgences dure depuis plusieurs semaines déjà. En cause, l'épuisement des soignants et le manque d'effectifs. Au CHU de Limoges, un dialogue a été amorcé entre les syndicats et la direction. On regarde. C'était il y a une semaine un mouvement de grève spectaculaire aux urgences du CHU. Après 3 jours de négociations, les syndicats ont obtenu un poste d'infirmier de nuit supplémentaire et un poste d'infirmier organisateur. En revanche, pas de renfort pour les aides-soignants. Reste à attendre les recrutements en juillet à la sortie des instituts de formation. D'ici là, il faut faire le dos rond. Si les conditions climatiques s'y mettent et qu'il y ait un épisode de canicule, on ne voit pas comment on va pouvoir absorber ça, alors que déjà à l'heure actuelle, il y a des malades qui passent la nuit dans les couloirs des urgences tous les jours. Mais la direction ne fait pas seulement face à des contraintes budgétaires. Des fermetures de lits ont été provoquées par une conjonction entre des problèmes d'absentéisme et de postes vacants. Le CHU est confronté à des difficultés pour pourvoir ces postes infirmiers vacants.
Ce n'est pas un problème spécifique au CHU de Limoges, c'est un phénomène que rencontrent d'autres établissements de santé en France aujourd'hui. Et dans ce contexte, un plan d'attractivité a été élaboré et sera présenté aux instances de l'établissement dans les prochains jours. Il y a actuellement au CHU 50 postes vacants pour les infirmiers et 30 pour les aides-soignants. En attendant de pouvoir recruter, des agences d'intérim sont sollicitées. Les syndicats feront un bilan des nouvelles mesures à la rentrée. D'un côté, un personnel éreinté, de l'autre, des postes vacants. Comment rendre l'hôpital public attractif aujourd'hui ? Je crois qu'avec ce qui se passe dans les CHU aujourd'hui, parce qu'à peu près 80 CHU sont impactés par le mouvement de grève, on touche à la santé des citoyens. Il faut quand même partir de ça. Les conditions de travail sont difficiles. Moi, je préside le conseil de surveillance de l'hôpital de Périgueux. C'est clair que les conditions sont parfois pas satisfaisantes. On a travaillé, par exemple, sur Sud Périgueux, il n'y a pas de mouvement de grève aujourd'hui. On a travaillé sur la restructuration des services d'urgence pour que, notamment le week-end, on puisse faire appel à des généralistes qui font des vacations au CHU pour contribuer aux services de santé. Donc c'est un métier difficile, c'est un métier éreintant, c'est un métier exposé, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les soignants font souvent l'objet d'attaques et de violences de la part des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils attendent aussi longtemps dans un couloir d'hôpital. Moi, j'ai la plus grande confiance dans les professionnels qui font la régulation. Et c'est vrai qu'on voit arriver dans les services des urgences des gens qui, visiblement, n'ont rien à faire dans les services des urgences. Ça relève de la bobologie. Avant, c'était traité par les généralistes qui savaient les uns les autres poser un point de suture quand il y a besoin. Aujourd'hui, dès qu'il y a un sujet qui dépasse simplement la grippe et la fièvre, on dit aller aux urgences, ce qui fait qu'à des moments où il n'y a pas de généraliste disponible, les urgences sont embolisées, c'est le cas de le dire, par des patients qui n'ont rien à y faire. Donc il va falloir prendre le temps de la concertation. La ministre a lancé un projet là-dessus, mais prendre le temps et en même temps aller vite, parce qu'on va arriver dans des périodes de l'année, notamment les périodes de canicule, qui nous posent de gros problèmes dans les urgences. Il faut réagir très vite, accompagner les soignants, accompagner les hôpitaux. Et l'ARS, l'Agence régionale de santé, a une mission importante là-dedans, parce que c'est aussi l'ARS qui fixe des objectifs financiers, des objectifs comptables aux hôpitaux, ce qui est, en termes pour lutter contre les déficits publics, quelque chose de satisfaisant. Et en même temps, au bout du bout, il y a des gens, à 4 heures du matin, qui se retrouvent tout seuls pour faire face à des gens qui sont en détresse. Le sujet est complexe, c'est un dossier qui touche à l'humain, il faut être très prudent dans ce qu'on dit. Merci, monsieur Audy. Comment dynamiser les zones rurales ? Une idée a été trouvée en Dordogne, à Saint-Julien-de-Lampont, en Périgord-Noir, où les collectivités locales soutiennent financièrement les petits commerces. Reportage. À 94 ans, Jeannot est la mémoire vivante de Saint-Julien-de-Lampont. Depuis les années 30, son épicerie familiale est toujours là. Ça n'a pas bougé. Mais enfin, il y avait de tout. C'était le supermarché de l'époque. Une épicerie qui dure et qui n'est pas seule. Dans ce village de 650 habitants, certains, c'est vrai, ont mis la clé sous la porte, mais d'autres essaient d'investir. Grâce à des subventions, le café-restaurant a pu être rénové. Autre investissement, la laverie automatique que François et sa maman ont décidé d'ouvrir. On a 2 machines de 6 kg. Ensuite, on a aussi celle de 11 kg. Il y a tous les locaux qui sont là, qui vivent aussi du tourisme, qui ont des gîtes, des campings. On a aussi les touristes qui viennent, qui eux arrivent par vague et ont besoin de ce type de service. Une envie d'investir, des aides pouvant aller jusqu'à 30%, de quoi motiver le boucher du village. Boutique, laboratoire, cuisine et depuis peu, l'achat de ce camion pour les tourner dans les hameaux isolés. C'est la motivation première, aller chez ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'ici et qui ont besoin qu'on leur amène les premières nécessités. Pour les communautés de communes du Périgord noir, redynamiser les territoires ruraux s'imposait. Ces fonds sont destinés à moderniser l'entreprise ou à la développer. Donc ça peut être ou du matériel ou des travaux d'aménagement. C'est un village assez dynamique, c'est un village qui vit bien. Mais voilà, il faut que les gens usent de stratagèmes pour pouvoir vivre. Plus de 500 000 €, c'est le montant de l'enveloppe allouée aux entreprises. L'opération collective en milieu rural s'achève en 2020. Alors la région, le département, les communautés de communes qui financent l'économie locale, c'est peut-être ça la solution ? Si on veut lutter contre la fracture territoriale et la désertification, évidemment c'est une solution. En plus, je suis très attaché à cet exemple de Saint-Julien-de-Lampont, c'est la commune de naissance d'une de mes grand-mères. Si on veut que ces territoires continuent à vivre, il faut donner les pouvoirs aux élus ruraux, aux élus locaux
qui sont les mieux à même de voir ce qui est bon pour leur commune. On a mis beaucoup d'argent dans les années qui ont passé sur justement la rénovation de tous ces bourgs. Aujourd'hui, il faut toucher à l'humain, il faut toucher à l'activité économique. Cet exemple est magnifique, je crois qu'il faut continuer. Il faut lâcher les brides pour que les élus locaux puissent avoir la main sur ces sujets-là. On passe à cette conséquence du Brexit. Les Britanniques qui souhaitent se présenter aux élections municipales devront obligatoirement avoir la nationalité française. Exemple à Montrollet, en Charente. Norman, l'une des chevilles ouvrières de la commune. Élu depuis presque 6 ans, il a en charge l'aménagement du bourg, visite de chantier avec le maire. L'enfouissement de le réseau aussi. Un engagement fort pour cet Anglais installé dans ce coin de Charente-Limousine depuis 26 ans. Malheureusement, avec le Brexit, il risque de ne plus pouvoir se représenter au municipal de 2020. Seule possibilité pour lui, obtenir la nationalité française. Si on n'a pas la nationalité française, on ne sait pas du tout pour l'avenir. C'est inquiétant quelque part. Quand j'ai commencé, en tant que, c'était un nouveau truc pour moi. C'était pas, je me suis jamais vu en tant que conseiller municipal, mais enfin c'était bien. C'était une très très bonne expérience et je veux continuer. Une situation que déplore également Colline, conseiller municipal pendant 12 ans à Montrollet, une commune où une trentaine de Britanniques se sont installés. Je trouve que c'est très important d'avoir les liaisons entre la minorité britannique et le reste de la commune. Pour le maire, les conséquences seraient dommageables pour la commune. Norman fait le lien avec la communauté britannique de manière générale, mais aussi avec les autres étrangers qui vivent sur la commune. C'est véritablement quelque chose qui est très utile au conseil municipal, qui permet justement d'avoir une communauté élargie, complètement intégrée dans notre petite commune rurale. En attendant une réponse positive ou négative sur sa demande de nationalité française, Norman continuera à assister tous les mois au conseil municipal. Ils sont environ 760 Britanniques en France à occuper un tel mandat. Y aura-t-il assez d'eau pour les réacteurs de la centrale nucléaire de Civaux près de Poitiers? Pas sûr, car avec les faibles précipitations de cet hiver, le débit de la Vienne s'est affaibli. Cet été, refroidir la centrale pourrait bien s'avérer compliqué. Voyez ce reportage. À première vue, rien d'anormal. Les réacteurs de la centrale de Civaux tournent à plein régime. Mais pour combien de temps? Depuis plusieurs semaines, les spécialistes s'interrogent car le débit de la Vienne n'est pas au mieux et l'eau est vitale pour le refroidissement des réacteurs. La Vienne a un niveau assez faible en ce moment puisque hier, le débit mesuré était de l'ordre de 35 mètres cubes par seconde. Si on tombe en dessous d'un certain débit, la centrale doit s'arrêter. C'est-à-dire si on tombe à l'aval de la centrale en dessous de 10 mètres cubes par seconde. C'est le lac de Vassivière dans le Limousin qui régule principalement le débit de la Vienne. Sur ces images tournées en octobre dernier, le niveau était au plus bas. À l'approche de l'été, les scientifiques sont inquiets. On se retrouve dans une situation où l'été 2018 s'est caractérisé par une sécheresse prolongée, qui a été au-delà des périodes habituelles de sécheresse et qui a été suivie ensuite par un hiver peu marqué par la pluviométrie, donc avec peu de recharge souterraine. Donc effectivement, c'est une situation de vigilance actuellement au mois de juin. Pour les élus locaux, une limitation de la production est plus envisageable qu'un arrêt total de l'activité. On est susceptible effectivement de demander de réduire la capacité d'alimentation en eau de la centrale. La démarche va être une proposition qui sera faite au préfet de bassin et à lui après de prendre la décision, mais je suis plutôt pessimiste aujourd'hui. Le conseil syndical du bassin de la Vienne se réunira le 3 juillet prochain pour prendre une décision. En Dordogne, ça vous inquiète aussi, ces faibles précipitations C'est toujours inquiétant. On a un dérèglement climatique que l'on constate. En plus, dans un contexte politique, pardonnez-moi, où il y a une prise de conscience collective de la nécessité de faire des choses pour la planète, il faut maintenant que cette prise de conscience collective, elle arrive à la prise de conscience individuelle. C'est-à-dire comment chacun des acteurs publics arrive à faire avancer les choses. On signe à l'agglomération de Périgueux un PACT, un plan climat, pour avoir une énergie renouvelable à hauteur de 30%. Ces 30%, ils sont offerts quelque part par la ville de Périgueux, avec ses 3 réseaux de chaleur, avec ce qui est fait sur la ferme photovoltaïque de l'Ancinade, où on va approvisionner 7500 foyers. Donc là, on est dans le
concret. Si je prends un exemple sur la mobilité, les nouveaux bus Innova que l'on fait, qui sont des bus tri-énergie, montrent bien qu'on est en train d'accompagner ce changement, parce que les grands discours sur l'écologie, c'est une chose, après il faut des actions concrètes, nous y travaillons tous les jours. Justement, les énergies renouvelables, parlons-en. Côté transport, regardez cet engin, voici Phébus, un bus à hydrogène conçu et testé en Belgique. 8 véhicules propres comme celui-ci seront déployés cet automne dans la ville de Pau. Vous aussi, donc à Périgueux, vous développez ce style d'alternative. Évidemment, je crois que les acteurs publics, ils sont là pour accompagner, même pour aller un petit peu plus vite que la musique, pour accompagner le report modal. C'est-à-dire qu'il faut arriver à convaincre via nos bus, qui sont les plus vertueux possibles, comme celui de Pau, qui est une très très belle expérience. On va suivre ça de près. Bien sûr, ça nous inspire. Après, il faut mettre des gens dans les bus. Et il faut arriver à convaincre les gens qu'en bus, on va plus vite qu'en voiture. C'est ça, le report modal qui est important. Et ça s'accompagne avec des mesures. Là aussi, il faut être dans le concret. Des bus à niveau de service, un accompagnement, une aide pour les transports, des vélos, etc. pour modifier le comportement des gens. Autrement, la planète va continuer à chauffer. Un sujet qui a attiré votre attention sur les réseaux sociaux pour lutter contre le fléau des mégots. Un habitant de Royan a imaginé un cendrier étui, une invention récompensée par une médaille de bronze au célèbre concours Lépine. C'est l'Instant Web. Nous avons mis du coup à ce titre à disposition des cendriers tout au long de la visite. Néanmoins, on n'a pas des cendriers partout à chaque poubelle, et ce qui fait qu'on retrouve parfois des mégots de droite, de gauche. Donc il y a Philippe qui nous a sollicité pour nous proposer son produit qui nous a tout de suite plu. C'est une solution papier qui peut s'intégrer à la couve d'un magazine, d'un programme de festival. Là, on peut le distribuer en boîte aux lettres. Antoine Audy, je sais que vous aimez le rugby. Vous avez même été donc directeur du centre de Marcoussis. Regardez cette image, la victoire du CAB qui retrouvera le top 14 de la saison prochaine. L'équipe s'est imposée dimanche dernier face à Grenoble. Une réaction sur vos voisins brivistes? D'abord, c'est un plaisir de voir que les deux clubs qui montent en top 14 sont deux clubs de la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit Brive ou que ce soit Bayonne. Mais ça veut dire aussi que le rugby des terroirs, le rugby des territoires n'est pas tout à fait mort, et je suis très heureux pour le CAB et puis pour le maire de Brive, Frédéric Soulier, à qui j'ai envoyé un petit message. Ça nous fait plaisir de voir que les deux clubs de la Nouvelle-Aquitaine remontent en top 14. Après, il faut y rester, il faut y briller, c'est ce qu'on attend. Sport toujours, à Agonac, en Dordogne, 900 jeunes judokas ont eu l'honneur de rencontrer d'anciennes stars du judo. Parmi elles, la championne girondine Cathy Arnaud. La salle des sports d'Agonac, transformée en un gigantesque dojo. 900 jeunes judokas sont venus de toute la Dordogne et même au-delà pour rencontrer d'anciens champions. Cathy Arnaud, Cathy Arnaud. La Girondine, double championne du monde, quadruple championne d'Europe, mais aussi d'autres stars de l'équipe de France de judo. C'est donc auprès d'athlètes de très haut niveau que ces ceintures jaunes, orange et vertes tireront leurs enseignements du jour. Ouais. Des exercices de projection, immobilisation sur des tatamis saturés de petits combattants. Pour les guider, quelques vétérans ceinture noire, mais aussi Dominique Brun, championne du monde 1986, originaire de Mareuil. Essaye de lui accrocher sa jambe. Vas-y, voilà. Et maintenant, tu la retournes là-bas, de l'autre côté. Dans notre club, on a une photo d'elle avec son diplôme. C'est super bien, on se dit du coup, on peut être champion nous aussi. De savoir, elle a gagné, elle était championne, et se dire, ah oui quand même, d'être au plus haut niveau, c'est juste magique. C'est toujours un énorme plaisir de passer le flambeau, de transmettre aux jeunes générations
leur inculquer ce qu'est le judo et surtout le code moral. Et là, il faut bien contrôler le bras. Contrôle bien le bras, tu vois, sinon on va pouvoir tourner. C'est pas tous les jours qu'on trouve un champion dans le club, mais on en a eu pas mal en Dordogne. Des noms comme Céline Géraud ou Bénédicte Rouby, toutes deux passées par des clubs périgourdins. Aujourd'hui, le judo est le 3e sport le plus pratiqué en Dordogne, avec 3600 licenciés. Et parmi cette foule en kimono blanc, peut-être l'élève qui demain dépassera le maître. Les peintures rupestres de la grotte de Lascaux datent de 18 000 ans et elles ont désormais de la concurrence. À Angoulême, sur un chantier de fouilles, des archéologues ont fait une extraordinaire découverte. Ils ont retrouvé des gravures d'animaux datant de 12 000 ans avant notre ère. Cela ne saute pas aux yeux, mais ceci est un dessin de cheval sans tête datant d'il y a 12 000 ans. Le voici mis en évidence par les archéologues de l'INRAP. Idem. Ici, vous ne voyez sans doute rien, il y a pourtant bien 4 animaux, 2 chevaux, un auroch et un cervidé. Tout un bestiaire préhistorique unique sur une plaquette de grès grande comme une feuille A4. C'est à Angoulême, sous un parking du centre-ville, que cette découverte a été mise au jour lors de ce chantier de fouilles très fructueux. Les équipes de l'Institut national de recherche archéologique préventive y ont trouvé 200 000 silex taillés et 400 pointes de flèches, comme celle-ci. Homo sapiens avait fait de ce site son terrain de chasse. Un gisement exceptionnel donc, qui se confirme aujourd'hui avec l'authentification de ces gravures, témoins d'un art préhistorique encore figuratif. Une découverte rare, présentée au grand public à Angoulême du 14 au 16 juin. Vous avez sans doute suivi sur France Télévisions les cérémonies du 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Dans notre région, les lieux de mémoire sont nombreux et certains visiteurs ont parfois une attitude déplacée. C'est le thème du billet d'Hélène Abalo de France 3 Limousin. En mars dernier, le mémorial d'Auschwitz lançait un appel à destination de ses visiteurs, leur demandant de ne plus se prendre en photo, marchant en équilibre sur les rails qui mènent au camp de concentration. Une question de respect, de décence envers les victimes. Un petit tour sur les réseaux sociaux et nous nous sommes aperçus que le village martyr d'Oradour-sur-Glane n'était pas épargné par le phénomène. Selfie hilar, pose de mannequin, tenue très légère, voire pas de tenue du tout. Nous avons même repéré la vidéo d'un chasseur de fantômes déambulant dans les ruines avec son détecteur d'ondes électromagnétiques à la recherche des âmes perdues des victimes. Nous avons donc écrit plusieurs articles sur ce sujet sur notre site internet et les réactions immédiatement ont été très nombreuses. À commencer par cet internaute qui de lui-même a retiré une photo irrespectueuse de son compte Instagram. Le chasseur de fantômes a été contraint d'effacer sa vidéo suite à un déferlement de commentaires négatifs. Et puis il y a eu ses collégiens. Ils m'ont adressé une lettre manuscrite dans laquelle ils m'expliquent qu'ils ont pris une photo lors d'un voyage scolaire à Oradour devant la boulangerie incendiée. Grimace, sourire et chocolatine en commentaire. Risquant le conseil de discipline, ils m'ont alors demandé de retirer la photo que j'avais insérée dans un article et j'ai accédé à leur demande. Pourquoi ? Parce que cette prise de conscience, même réalisée par peur des représailles, est salvatrice, preuve que la pédagogie est une arme redoutable contre la maladresse et l'ignorance. Notre démarche à France 3 Nouvelle-Aquitaine n'était pas de stigmatiser tel ou tel individu, ni même d'exposer quiconque à des sanctions. Il s'agissait d'une mission d'alerte, mission réussie. Quant aux professeurs de ces collégiens, ils peuvent se dire qu'ils ont réalisé avec brio leur travail, expliquer, faire réfléchir, faire comprendre. Et ça, c'est vraiment beau. Et n'oubliez pas, demain, rendez-vous sur Noah à 10h55 pour une émission spéciale à l'occasion des 75e commémorations des massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane. J'imagine que ces commémorations ont une résonance particulière pour vous en Dordogne, au lieu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, ce 75e anniversaire est important par ce qu'il nous transmet comme valeur de la liberté. C'est-à-dire que il ne faut jamais oublier qu'il y a des centaines de milliers de jeunes de 20 ans qui sont morts sur les plages de débarquement pour qu'on soit libre aujourd'hui. Et je crois que la lecture qu'on doit avoir par rapport au devoir de mémoire et au tourisme de mémoire, parce que ça devient quelque chose d'important. Dans le Grand Périgueux, on est en train de beaucoup travailler sur le maquis de Durestal, par exemple, où il y a la reconstitution d'un camp réel de résistants. C'est ça qu'il faut transmettre aux jeunes générations si on veut éviter effectivement qu'il y ait des comportements abusifs. Moi, j'ai foi en l'homme, j'ai foi en l'éducation. Il faut continuer à transmettre ce message. Merci, Monsieur Audy. C'est la fin de votre numéro de 20h, le rattrapage. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite
une très belle soirée sur Noah.